ça peut se produire dans d'autres sociétés par fluidité, réseau, transfert et passage de société à société. Pourquoi ? Parce que, incontestablement, il faut le terreau chrétien, et en même temps, donc il faut un dispositif, il faut un cadre philosophique, intellectuel. Les philosophes et intellectuels et sociologues disent cognitif, c'est-à-dire en rapport à la connaissance du monde. Ça, c'est le christianisme. Mais il faut un acteur. Et l'acteur, c'est l'individu. Et aujourd'hui, quand on analyse les sociétés du Maghreb, on voit bien sûr l'avènement de l'individu. Le « je », le fameux « moi, je ». Voilà. Je crois, je veux, je fais ceci, je fais cela. Et là-dessus, les partisans de la deuxième thèse, qui consiste à dire, justement, oui, il y a possibilité d'une démocratie. Pourquoi ? Parce qu'on a l'acteur. On a l'acteur qui émerge au sein de ces différents pays, avec derrière un entretien, clairement, par le biais de nouvelles technologies, par le biais du développement économique. Tous ces États-là sont capitalistes. Des médias, des images qui circulent, etc. Des images, absolument. Et donc, il y a, soit d'un côté... pour résumer, soit d'un côté, on dit c'est le terreau qui va l'emporter, et dans ce cas-là, l'histoire ne peut pas se refaire, et dans ce cas-là, il n'y a pas de possibilité de démocratisation, de véritable démocratie, y compris sur tout le continent africain, et on voit toutes les difficultés qu'il y a actuellement dans d'autres pays d'Afrique noire, sur la démocratie, et l'avènement de cette démocratie. Donc là, on dit que c'est le terreau qui l'emporte, c'est la structure, ou alors la thèse qui est favorable, qui consiste à dire non, il faut aussi regarder l'acteur de la démocratie, c'est l'individu. Et là, oui, il y a des germes d'espérance. En fait, le clivage, c'est collectif contre moi-je. Voilà, oui, Louis. À l'échelle planétaire. Et bien sûr. Alors, la réaction des sociétés contre des sociétés musulmanes, éventuellement, s'interprète de quelle façon ? C'est une réaction du collectif contre l'envahissement du moi-je qui met en péril cette communauté ? Comment l'interprétez-vous ? La réaction mais de qui contre qui ? Par exemple, quand les sociétés musulmanes montrent une certaine... j'emploie volontairement un terme assez globalisant, montrent une certaine allergie à l'Occident. À quoi réagissent-elles ? À la religion de l'Occident ? À l'Occident, au moi-je qui risque de les corrompre ? Je pense qu'elles réagissent... Alors là, il faut faire un peu d'anthropologie, c'est-à-dire cette discipline qui étudie l'homme à travers le temps et l'espace, et qui essaie de développer des permanences, des grandes tendances. Parce que le moi-je, c'est une force de dissolution. Le moi-je est la force de dissolution, absolument, de déflagration de la communauté, clairement. Donc un danger. Donc, de ce point de vue-là, et le catholicisme, et notamment le syllabus de 1864 au XIXe siècle l'a très bien compris. Le grand danger, c'est le libéralisme et l'individualisme. Le socialisme, certes, même s'il y a une connivence d'une certaine façon entre socialisme et catholicisme sur la dimension collective et communautaire, et sur cette importance. Le fait d'avoir une démocratie, le fait d'avoir des sociétés individualistes qui font l'ordre social sur l'individu, et non pas sur le groupe et la communauté, aboutit sans aucun doute à des conflits. Et aujourd'hui, il y a deux hypothèses, me semble-t-il, qui expliquent la confrontation entre ce que vous appelez, Louis, les sociétés musulmanes et, pour faire bref, les sociétés occidentales, même si je ne partage pas la thèse du choc des civilisations, parce qu'il y a plusieurs sociétés musulmanes, et on a d'abord affaire aussi à des musulmans. C'est par facilité. Voilà, donc c'est absolument par facilité. Mais toujours prendre garde quand même que la réduction et la facilité ne fassent pas glisser les réponses de fond. Alors que diriez-vous comme terme ? Moi je dirais plus volontiers peut-être je prendrais les États-nations, c'est-à-dire je parlerai de l'Égypte, je parlerai du Maroc parce que les problématiques sont différentes, je parlerai de l'Algérie, je parlerai plutôt des populations égyptiennes, des populations. Voilà. Alors, ces populations, malgré tout, anthropologiquement, ont une permanence. Je le disais, c'est à la fois la communauté et à la fois aussi, donc, la communauté versus individu. Clairement, nos sociétés, nous, sont très avancées sur le stade et l'échelle de l'individualisation. Voilà, premier objet de conflit entre ces populations musulmanes et les sociétés occidentales. Deuxième objet de conflit, Louis, c'est le fait qu'il n'y ait pas séparation entre le religieux et le politique. Le fait qu'il n'y ait pas séparation entre le religieux et le politique. Olivier Bobineau, vous restez avec nous. Le sens de l'actu avec vous, Olivier Bobineau, sociologue des religions. On se retrouve juste après les infos de Julien Chavannes à 8h. À tout de suite. Le grand témoin,
Louis Dauphren. En ce mercredi 5 janvier, c'est Olivier Bobineau, sociologue des religions. Le sens de l'actu, c'est notre rendez-vous mensuel pour commenter l'actualité. Dominé évidemment ce début d'année par l'épiphanie sanglante en Égypte, on a essayé d'analyser ces questions délicates liées à la laïcité en fait dans des sociétés qui sont européennes ou non européennes, avec ce clivage, cette grille de lecture du terreau et de l'acteur. Je renvoie, pour ceux qui prennent l'antenne maintenant, à ce que vous aurez dit sur cette première demi-heure d'entretien. On va peut-être passer à ce que vous avez proposé. Vous avez proposé un secrétariat d'État à la laïcité et au culte. Alors, est-ce que l'on peut faire le lien entre tout cela, Olivier Bobineau? Qu'est-ce qui vous anime comme idée? Quelle est votre idée derrière la tête, là? Qu'observe-t-on aujourd'hui? On observe des tensions entre des communautés, entre des individus rassemblés en groupes de conviction. Ce que je me permets d'appeler, à la suite de sociologues, des tribus convictionnelles, des tribus de conviction. On est dans la guerre des dieux que vous avez cité tout à l'heure. Alors, Max Weber parlait de la guerre des dieux, mais quand Max Weber parle de la guerre des dieux, il se place sur le point de vue des grandes religions qui se combattent. Là, je pense qu'on a affaire à plutôt une guerre des tribus convictionnelles, c'est-à-dire que beaucoup plus à des individus qui se rassemblent en petits groupes, qui se cooptent les uns les autres, qui se mettent en accord, qui se rassurent les uns les autres en disant « Ah, partages-tu la même conviction avec moi? Oui, alors faisons groupe, faisons sens ensemble, construisons du sens ensemble. » C'est l'idée de reliance de Michel Maffezoli, non? C'est l'idée de reliance de Michel Maffezoli, de tribu de Michel Maffezoli. C'est l'idée aussi que je développe dans une anthropologie du sens, l'idée confinitaire. C'est-à-dire que nous allons partager des affinités, mais que ce qui va être le plus important, c'est de les partager. Partager ces convictions veut dire aussi qu'à un moment donné, il y a eux et nous. Il y a nous partageons ensemble nos convictions, et puis il y a les autres. Et comment ça va se passer? Or, du fait, premièrement, de la déflagration, de la perte de légitimité des grandes institutions, toutes confondues, ce que j'ai déjà appelé, et nos auditeurs s'en rappellent peut-être, les grandes figures de l'autorité, les 8 P. Le prêtre, le professeur, le père, la patrie, le patron, le prince, et bien d'autres, notamment, par exemple, le pape. Le pape, bien sûr, qui récapitule toutes ces figures. On a affaire à un affaissement, une déflagration, une perte de légitimité de ces grandes autorités. Premier temps du raisonnement. Deuxième temps du raisonnement. Les individus. Comment vont-ils construire du sens? Aucun individu ne construit du sens seul. Que fait-il? Il va choisir, tâtonner, mettre à l'épreuve les fameuses tribus, les fameux groupes confinitaires. Donc c'est le supermarché. Et donc, c'est un supermarché, mais c'est un supermarché de proximité, cela dit. C'est un peu une supérette, si vous me le permettez, une petite supérette. Il va y avoir une proximité, on va partager, y compris grâce à Internet d'ailleurs, qui favorise, avec des sites, avec des lieux d'échange, des instances d'échange et de sociabilité, pour comprendre bien la situation. Et pourquoi j'ai proposé le secrétariat d'État à la laïcité et au culte? C'est que les grandes figures tutélaires de l'autorité, elles sociabilisaient, elles transmettaient des codes et des valeurs de génération en génération. Comme elles ne sont plus là, les individus se sont réfugiés dans une sociabilité, dans des échanges à l'instant T les uns avec les autres. Eh bien, évidemment, ça favorise les tensions. Il est quand même très intéressant de voir que c'est notamment durant les années 90 que l'on va voir les revendications en termes de vêtements. Mais c'est pas simplement les vêtements, le foulard et le voile. Il faut voir les vêtements musicaux. Il faut voir, vous voyez, tous ces affichages, toute cette visibilité qui crée de la tension entre des groupes de conviction. Et au sein de ces groupes de conviction, il y a les convictions religieuses. Et il me semble qu'aujourd'hui, on atteint un seuil critique de ce point de vue-là, et que nous avons affaire à la fois de l'ignorance de l'autre, puisque je suis dans ma tribu, dans ma conviction, et j'ai forcément raison seul, enfin avec les autres, avec mon petit groupe. Donc on a affaire à la fois de l'ignorance, mais aussi à une méfiance-défiance. Les groupes de conviction ne se font plus confiance. S'il n'y a plus confiance, et s'il y a défiance, s'il y a également ignorance,
il n'y a plus d'ordre public possible, il n'y a plus de possibilité de coexister les uns avec les autres. Olivier Bobineau, le sens de l'actu, chaque mois avec nous. On imagine mal un organe institutionnel, bureaucratique, pour faire quoi? Alors on y va. Première chose, on avait eu un ministère de l'identité. Nous avons cet organe. Comment s'appelle-t-il? Le Bureau central des cultes. Deux choses. Premièrement, ils sont sous-armés, sous-équipés. Les moyens humains sont quasiment inexistants. Et deuxièmement, ce qu'ils traitent, ce n'est pas qu'administratif. Quand il s'agit de symboles, ce qui est assez extraordinaire, c'est le décalage et le hiatus entre un organe qui est un bureau. Alors il faut savoir dans le vocabulaire administratif, le bureau c'est quoi? C'est la structure de base de l'administration centrale. Et moi ce que je propose avec un secrétariat d'État à la laïcité, c'est tout simplement qu'on passe du niveau de bureau à secrétariat d'État. C'est-à-dire 20 conseillers possibles, c'est-à-dire des moyens humains. Parce que de toute façon, le chef du bureau central des cultes, il est responsable de la coexistence. Il intervient et il encourage les relations entre les responsables religieux de tous les cultes. Donc c'est politique. Donc c'est bien sûr politique au sens, non pas partisan, mais politique au sens pour permettre aux communautés de vivre ensemble dans ce pays. Eh bien, c'est un organe administratif qui intervient de facto. Alors, quelle mission voudriez-vous lui voir confier? 3 missions. Premièrement, réflexion sur la laïcité et organisation de débats. Parce que la laïcité est comprise de toutes sortes de façons, chaque Français a sa conception. Deuxième mission, favoriser la médiation entre les cultes, notamment quand il y a des crises majeures, notamment quand il y a des problèmes, y compris à l'étranger d'ailleurs. On le voit bien aujourd'hui avec le problème des Coptes, ça a des répercussions y compris sur le territoire français. Troisième et dernière chose, favoriser la formation des cadres cultuels et culturels. Pour éviter l'ignorance, car on le sait tous, des communautés aujourd'hui doivent avoir des leaders formés à la laïcité, bien informés, qui permettent la médiation justement. Et c'est, à mon sens, le rôle d'un secrétariat d'État, d'une administration centrale, tel que celui que je propose à la laïcité et au culte, que de permettre et de lutter contre l'ignorance, pour permettre non seulement plus simplement la défiance-méfiance qui aboutit à la violence, mais bien sûr la confiance entre les groupes de personnes. Olivier Bobineau, le sens de l'actu, on se retrouve juste après l'édito de Gérard Leclerc. L'éditorial. Gérard Leclerc. Et Olivier Bobineau, vous avez cité un instant, il y a quelque temps dans l'entretien, Marcel Gauchet. Justement, Gérard Leclerc revient ce matin notamment sur la figure de Marcel Gauchet avec un trio, Pierre Rosanvallon, Pierre Manant, Marcel Gauchet, et une réflexion menée par ce trio. L'Europe est-elle absente du devenir? C'est une idée que développe Gérard Leclerc à travers les travaux de ces 3 éminents analystes du monde contemporain. En ce début d'année, il est plutôt normal qu'on prenne un peu de distance. Non seulement pour faire le bilan de 2010, mais pour s'interroger sur la marche du monde. Où allons-nous? Où nous mènera la crise économique et financière dont on sent bien qu'elle n'a pas épuisé tous ses effets et ses développements? L'euro tiendra-t-il le coup? Après la Grèce et l'Irlande, l'Espagne et le Portugal résisteront-ils à la tourmente? Et après, à qui le tour? Il n'y a pas seulement les économistes en cause, ni même les politiques en situation de responsabilité. Il y a ceux dont le métier est de réfléchir aux évolutions à long terme, au carrefour de l'histoire, de la philosophie politique et même d'une réflexion encore plus poussée sur l'aventure humaine. Je pense ici au trio d'excellence que le nouvel observateur a eu la bonne idée de réunir, ce qui n'est pas commun, pour qu'ils débattent ensemble de l'avenir de la démocratie. Programme d'autant plus vaste qu'il ne s'agit pas seulement d'une question institutionnelle, mais de notre situation fondamentale dans le temps et dans l'espace. Trio d'excellence, oh oui, puisqu'il s'agit de Pierre Rosanvallon, Marcel Gauchet et Pierre Manant. Leurs livres, à tous les 3, me poursuivent depuis des décennies. Ils continuent à publier des œuvres majeures, celles qui nous permettent de comprendre un peu mieux notre destin. Non pas qu'ils nous donnent le dernier mot, celui qui confère la certitude absolue sur ce que demain sera, au contraire, parfois ils contribuent à nous enfoncer dans plus de perplexité. Les choses ne sont pas simples du tout. Ainsi, en ce qui concerne l'Europe et les nations qui la composent, l'Europe et l'Amérique et la Chine, sur l'Europe, ils ont presque un diagnostic commun, pas très drôle, pas euphorisant en tout cas. À l'heure de la mondialisation et des puissances émergentes, ne serions-nous pas devenus les absents du devenir? Pierre Manant s'inquiète d'une Europe vieillissante. Marcel Gauchet se demande si les États-Unis ne sont pas déstabilisés dans leur leadership mondial.
Et si Europe et États-Unis ne sont plus en mesure de peser sur les grandes orientations internationales, le trio est plutôt d'accord pour convenir qu'il y aura d'étranges événements. Alors, les vœux de 2011 seraient-ils si amers? Pas tant que cela, si l'on admet encore avec le trio que l'heure de l'inquiétude extrême est aussi celle du réveil.